bonjour à tous, bonjour aux élus et à ceux qui quand même représentent un peu l'autorité. Hein. Je pense qu'il y a quelques juges, il y a sûrement des responsables. Bonjour en tout cas, parce que pour moi c'est important qu'il n'y ait pas que les travailleurs sociaux, mais aussi un peu les responsables. Comme les étudiants, on m'a dit qu'il y avait pas mal d'étudiants, j'en étais aussi très très heureux. Je vais essayer d'être court, puisque le temps quand même est très compté. Et je voulais commencer quand même par vous resituer un tout petit peu qui est Guy Osloos, qui est un tout petit peu à la base, au fondement, si vous voulez, de cette expression, de cette idée de la compétence des familles. Guy Osloos est un psychiatre belge que j'ai rencontré pour la première fois en Suisse parce qu'il a été travaillé en Suisse dans le début des années 70. Et comme moi, si vous voulez, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à l'époque à voir comment on pouvait un peu penser autrement qu'à travers la psychanalyse, sans rejeter du tout les concepts analytiques, mais de le penser un peu autrement en l'intervention psychologique, sociale, etc. Et nous l'avons fait, lui de son côté, moi du mien, avec ce qui s'est développé depuis, qu'on appelle l'approche systémique. Et donc c'est vrai que tant Guy Osloos en Suisse que moi-même en Belgique, nous sommes un peu des personnes qui avons mais vraiment démarrer comment dirais-je, le développement de l'approche systémique. Bien que toute ma formation de psychologue était analytique, c'est quand même sur cet autre terrain que je vais me mettre à travailler, comme Guy Osloos en Suisse. Pourquoi ? Bien parce que, et j'essaye de resituer les choses, je m'excuse de vous faire un espèce de flashback dans les années 1970, c'est pratiquement 50 ans. Et à l'époque, que ce soit Guy Osloos en Suisse, moi-même, et pas mal peut-être d'entre vous qui avez cet âge-là, nous étions confrontés, comme jeunes professionnels, à une situation, disons, déplacement d'enfants de la psychiatrie qui était extrêmement douloureuse, extrêmement difficile. La première institution, le premier MEX dans lequel je vais travailler, c'est 240 enfants dans un même bâtiment, des immenses dortoirs. Avec un personnel dévoué. Mais je pense que c'est important que tous vous autres, j'allais dire, quand je pense à 1000 personnes, c'est beaucoup, vous puissiez peut-être réaliser effectivement le chemin qu'on a parcouru à partir de ce que, comme jeunes professionnels, des gens comme moi, comme Guy Osloos, nous avons rencontrés. C'était une violence, si vous voulez, institutionnelle, une violence structurelle. Les travailleurs de l'époque qui n'étaient pas formés, il n'y avait pas beaucoup d'éducateurs, dans beaucoup d'endroits c'était des bonnes sœurs et des religieux, je ne doute pas un instant de leur, engagement, de leur dévouement. Il n'empêche que c'était quand même un peu insupportable. Alors, je ne vais pas vous décrire tout ce qu'était la violence institutionnelle de l'époque. Je pense que je n'en ai pas le temps. Ce que je vais plutôt vous glisser dans l'oreille, c'est comment des gens comme Guy Osloos, comme moi-même, nous nous sentons à un moment donné complices. Nous avons l'impression de cautionner cette violence institutionnelle, cette violence structurelle. Et là, il y a quelque chose où, comme jeunes professionnels, nous étions extrêmement mal à l'aise. On rentrait le soir, pas trop fiers de ce que nous avions vécu, de ce que nous avions vu. Si vous voulez, cette situation qui va effectivement, chez beaucoup d'entre nous à l'époque,
Et je fais le lien de suite, évidemment, avec comment dirais-je, des auteurs, des personnes qui nous précédaient quelque peu. Eh bien, nous allons sentir la nécessité d'être créatifs. Nous allons en sentir la nécessité d'y changer quelque chose. Et au fond, de profondément refuser de continuer à cautionner ce qui se jouait dans les institutions. On est aidé, comme je le disais, ce sont des bouquins que peut-être certains d'entre vous ont lus, je l'espère, peut-être que la jeunesse dans les écoles d'éducateurs sociaux, etc., en psycho, les aborderont encore. Je pense aux bouquins de David Cooper, je pense à Ronan Lenk, je pense à Basaglia en Italie, je pense en France à Jean Houry et toute la psychothérapie institutionnelle. Je pense bien sûr, évidemment, à tout le mouvement de 1968, dans lequel, en jeunes professionnels, nous étions. Même si on critique aujourd'hui, ou en tout cas on remet en question ce qui s'est joué à l'époque, ça a été quand même le moteur du changement chez les professionnels que nous étions à l'époque. Ce que nous allons créer, ou en tout cas l'idée qui nous a traversé, c'était effectivement d'être au contact avec les familles. C'était de se dire, on ne peut plus cautionner l'exclusion sociale dans les maisons d'enfants en psychiatrie, qui était une exclusion un peu radicale. À l'époque, dans la Mex où j'étais, les enfants retournaient en vacances, parfois à Noël, quelques jours, aux grandes vacances, quelques jours, à Pâques aussi peut-être, et puis c'était tout. L'idée, effectivement, de retourner en week-end n'existait pas. En psychiatrie, on savait quand on y entrait, et on y entrait souvent, pas nécessairement parce qu'il y avait une maladie mentale, mais tout simplement parce qu'on était un peu déficient, parce qu'il n'y avait pas de place, si vous voulez, on n'avait pas de travail, etc. On ne savait pas trop quand on en sortait. N'oubliez pas qu'à l'époque, c'est le tout début des neuroleptiques. Donc, l'intérieur des hôpitaux psychiatriques, c'est encore, effectivement, les cures d'insuline, c'est effectivement les douches froides, c'est la contention. Je crois que c'est important que je vous rappelle ça. Je sais que c'est du passé et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être d'autres, comment dirais-je, points problématiques dans nos actions sociales qui mériteraient, comme ce fut à l'époque, que nous soyons très créatifs. Et je vais dire, la compétence des familles qu'on développe aujourd'hui est peut-être cette espèce de mouvement qui pourrait être créatif par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Si je suis toujours dans l'histoire, je voudrais faire un petit honneur à la France, et peut-être que beaucoup d'entre vous l'ignorent, mais dans les années 70, si nous allons développer avec Guy Osloos un tout petit peu, je dirais plus donner la parole aux familles, aux personnes, pour Guy Osloos plus intellectuellement, de voir comment, effectivement, les comportements délinquants, comment les comportements problématiques sont liés à ce qui peut se jouer dans les familles ou entre les familles et les institutions. Eh bien, c'est en France que les Belges, les Québécois, les Suisses se sont retrouvés pour réfléchir, échanger autour de tous ces problèmes-là et développer effectivement cette approche systémique et ce travail avec les familles. Et c'est à la PJJ aujourd'hui, c'est à l'éducation surveillée de l'époque que cela se joue. Et vous verrez, dans le site La compétence des familles, vous verrez que les premiers articles de Guy Osloos sont publiés aux Annales de Vaucresson. Alors je ne sais trop si dans la salle il y a quelques personnes aujourd'hui de la PJJ, mais c'est dans ce contexte-là que l'on va développer, si vous voulez,
un réel changement de point de vue, hein, avec des choses très étonnantes. Hein. C'est à l'éducation surveillée que le premier groupe de formation de 3 ans à l'approche systémique et à la thérapie familiale, au travail avec les familles, se joue avec un groupe qui réunissait des psychologues, des éducateurs et des juges. C'est extrêmement important pour moi de vous le rappeler. Alors c'est vrai que ça réunissait pas mal des Suisses, des Belges et des Québécois. Hein. Le premier formateur de ce cycle de formation Vaucresson était un Belge qui s'appelle Ziggy Hirsch, qui a écrit l'un ou l'autre bouquin très très chouette, Garde ton masque entre autres. Mais c'était moi-même, c'était des gens effectivement du Québec aussi. C'est vraiment important que je puisse vous rappeler ça. Bon, n'oubliez pas qu'à l'époque, si je reviens un peu en France, c'est en 73, par exemple, que l'éducation surveillée met fin aux cages dans lesquelles on enfermait des adolescents à Agnan ou à Belle-Île. Comme un Guantanamo. C'était dans le grand dortoir, vous aviez des cages. Chaque soir, les adolescents étaient renfermés dans ces cages. Donc, vous pourrez retrouver ça dans l'histoire de l'éducation surveillée. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est extrêmement important de vous resituer. Et c'est vraiment le terreau dans lequel moi-même, Guy Osloz, Jacques Silos à Vaucresson, Pierre Segond, je peux en citer d'autres. Et si je suis ici à Strasbourg, je pense effectivement à Francine Free, qui a créé un des premiers centres de thérapie familiale ici à Strasbourg, après avoir effectivement eu une initiation à Paris à l'école des parents. Nous sommes dans les années 70. Extraordinaire. Okay. Qu'est-ce que cette approche systémique nous apportait? C'était l'idée, si vous voulez, que nous avions intérêt, comme travailleurs sociaux, comme psychologues, comme éducateurs, comment dirais-je, de cesser de voir les familles ou les jeunes, effectivement, comme étant des problèmes ou étant, effectivement, dysfonctionnels, étant des malades, etc. Donc c'est toute l'idée, effectivement, qu'un acte délinquant, qu'un comportement problématique, que la survenance, effectivement, d'une maladie mentale dans une famille, eh bien, n'est pas effectivement relié uniquement à l'individu, je dirais effectivement à ce qui se vit à l'intérieur, mais que c'est lié effectivement au contexte. C'est lié au contexte familial, c'est lié au contexte environnemental. Et donc toute l'idée à ce moment-là créative qui fut la nôtre tant en Suisse à l'éducation surveillée, en Belgique, en Italie, dans d'autres pays, c'était effectivement de se dire, si nous voyons les choses autrement, eh bien, automatiquement, j'allais dire, eh bien, notre comportement de thérapeute, de soignant, va effectivement changer. Alors, je vous donne de suite un tout petit exemple pour bien vous situer ce que c'est pour nous se voir autrement lié à l'approche systémique. Je suis dans une visite à domicile chez une maman d'une famille très très démunie. Elle a un bébé. Bon, je ne sais pas si c'est 1 an ou 1 an et demi, ça je ne saurais pas dire. Toujours est-il que quand j'arrive, eh bien, je vois effectivement devant la table ce bébé assis sur un petit pot de chambre et lié à la chaise. Et c'est vrai que quand vous voyez la scène, si je suis effectivement la personne bien pensante ou effectivement convaincu que je dois effectivement voir les enfants en danger, protéger effectivement les enfants coûte que coûte, etc. Mais ma première idée, cette maman est maltraitante.
cette maman maltraite son enfant. Qu'est-ce qu'elle a eu comme... Bon, c'était insupportable de voir ce bébé lié. Bon, alors, voir autrement, c'est quoi? Eh bien, il m'a fallu quelques minutes, je vous l'avoue, pour me rappeler que je suis un enfant qui a encore été élevé au moment où, à l'époque où les Pampers n'existaient pas. Hein, et j'ai été élevé, et mes frères et sœurs aussi, dans des chaises hautes. Et les chaises hautes de l'époque, elles avaient un petit pot. Et il y avait un trou. Effectivement, bon, j'ai tout à coup compris que cette maman avait été super créative, qu'elle avait été effectivement non seulement compétente, mais qu'elle avait reconstitué. Alors, bien sûr, pour des questions de pauvreté, vous allez de suite le comprendre, elle avait reconstitué avec des moyens du bord les chaises hautes que les familles bourgeoises comme la mienne pouvaient s'acheter. Vous me suivez? Bon, je vous effraie pas trop. Mais j'ai remercié la maman. Mais après tout un moment, je dis, enfin, madame, vraiment, je vous admire. Maintenant, bon, je pense effectivement qu'on peut peut-être réfléchir avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas que votre difficulté, c'est que vous vivez dans 2 pièces, vous n'avez pas de machine à laver, les Pampers coûtent très cher, on est en Belgique, sécher le linge, pas évident, il n'y a évidemment pas de séchoir. Cette maman avait simplement été créative. Elle avait reconstitué, tant bien que mal, cette chaise d'enfant. Alors, très honnêtement, quelle était ma proposition? On est allé à Emmaüs ou dans un centre comment dirais-je, de seconde main, et on a été chercher une chaise qui pouvait effectivement être utilisée sous cette forme-là. Mais n'oubliez pas que la première émotion et la première chose qui se passe en moi, c'est maltraitant. Hein? Je vais caricaturer, mais peut-être qu'aujourd'hui, un bon éducateur ou une bonne assistante sociale aurait fait une information préoccupante. Hein? Bon, à l'époque, ça n'existait pas, mais l'idée que c'était maltraitant était dans nos têtes. Hein? Donc, pour moi, si vous voulez le voir autrement que la systémique ou que l'approche systémique va mettre en avant, c'est cette idée, à un moment donné, que nous devons arriver à voir en quoi, effectivement, ce que nous voyons est une solution adaptative créée par les gens, créée par les familles. Et les familles dans l'extrême pauvreté, eh bien, je vous assure, elles sont créatives. Hein? Elles se débrouillent, elles se décarcassent quand même pour assurer souvent le minimum. Alors, bien sûr qu'il y a des manques, bien sûr. Comment est-ce que nous pouvons d'abord voir effectivement en quoi les façons d'agir de certains parents dans certaines familles sont d'abord des solutions adaptatives, même si elles sont problématiques ou qu'elles créent problème. Guy Osloos, en Suisse, était un peu sur la même longueur d'onde. Il s'était mis à travailler dans un centre où il y avait des jeunes délinquants. Et là aussi, il a très très vite fait 2 choses. La première, c'est au niveau de sa réflexion. Il a pris conscience de plus en plus, à partir de l'approche systémique, que lorsqu'un enfant, un adolescent délinque, il est souvent en train d'agir à l'extérieur, ce qui fait difficulté à l'intérieur de la famille et entre autres un certain nombre de secrets. Et donc l'acte délinquant, si vous voulez, d'un jeune n'est pas nécessairement qu'il est un futur gangster ou Dieu sait quoi. Il est en train de réguler quelque chose qui se passe dans sa famille. Alors ça change tout, se voir autrement va amener effectivement Guy Osloos à se dire mais que dès que un ado
est incarcéré, ou en tout cas est mis en centre fermé, pour ne pas utiliser le mot d'incarcération ou de prison, mais c'était tout comme, eh bien, la première proposition qu'il a faite dans cette équipe de centre fermé, c'était qu'au moment même de l'arrivée du jeune, dans le centre, envoyé bien sûr par le juge et amené par la police ou la gendarmerie, eh bien, il y a une réunion avec les parents. Dans beaucoup de situations en Suisse à l'époque, les parents n'étaient même pas avertis. Ce n'est parfois que quelques jours, quelques semaines après, qu'à un moment donné, on essayait effectivement de rencontrer les parents. Et c'est vrai que ça a changé tout. Parce que les parents sont arrivés au moment même où leur ado se retrouve dans ce centre fermé. Et c'est là que se nouait, si vous voulez, ce que j'ai merveilleusement entendu dans ce qui précédait. Merci. Annick, Priscilla, c'est ça? J'ai oublié les prénoms. Les deux moments qui nous ont un peu parlé. Combien c'était important, à un moment donné, pour Guy Oslos, que d'entrée de jeu, la famille soit présente et qu'on puisse partager avec elle. Alors, partager quoi? Mais pas partager, effectivement, comment allait fonctionner le centre fermé, mais partager en quoi, effectivement, les comportements problématiques de leur enfant était effectivement peut-être à comprendre dans tout ce qui se jouait dans le système plus vaste de la famille, de l'école et peut-être des travailleurs sociaux s'il y en avait déjà. Ce changement de paradigme est extrêmement important. Et donc c'est là que, à Bruxelles, nous avons alors mis en place, si vous voulez, un centre de crise dans un quartier défavorisé de Bruxelles, où on s'est mis à travailler à partir, je dirais, de cette idée-là. Deuxième idée, si vous voulez, extrêmement importante, qui rejoint un peu la première, c'est l'idée pour nous qu'il faut travailler en crise et qu'il faut travailler là où le problème se pose. Et donc ne pas externaliser, de ne pas renvoyer, si vous voulez, les problèmes à l'extérieur, vers des psychologues, des travailleurs sociaux, etc. Et donc, c'est vrai que notre idée, alors, dans le quartier, a été d'être extrêmement insérée. Toute cette équipe que nous avons créée à l'époque a habité le quartier et on a été, effectivement, extrêmement disponible lorsque, dans le quartier, se créaient des crises. Avec, de nouveau, une créativité que je vous suggère, parce qu'elle est réalisable dans la plupart, effectivement, la plupart, disons, des situations que vous rencontrez. Je prends de nouveau un exemple. À un moment donné, nous sommes confrontés à un jeune ado, 15-16 ans, qui fugue. Et ça fugue dans le quartier, elle nous arrive, elle fait problème. Et elle vivait toujours dans sa famille. Cette famille était un peu suivie. Et en fait, la maman était décédée. Et le papa, à un certain moment donné, pouvait revenir le soir un peu alcoolisé. Il y avait 3 autres enfants. Mais cet ado, effectivement, à un moment donné, sentait que c'était impossible de gérer son père alcoolisé. Et c'est à ce moment-là qu'elle trouve une solution. Elle fout le camp. Elle crée, si vous voulez, une rupture qui a évidemment posé problème au père. Elle s'est retrouvée dans la rue. C'est là, effectivement, que, comme on connaissait, on l'a rencontrée. Alors, notre créativité n'a pas été de dire, effectivement, cette fille est en danger, et ce n'est pas acceptable qu'elle soit parentalisée, parentifiée. On a vraiment travaillé avec elle, avec le papa, avec les 3 autres enfants, dont elle était l'élément protecteur. Cet ado protégeait ses frères et sœurs. Et on lui a proposé, alors là, je vous donne l'idée, on lui a dit, on va trouver une famille qui habite très près de chez toi, et si jamais, effectivement, tu es encore en difficulté le soir, lorsque ton père est alcoolisé, eh bien, tu sais que tu peux fuguer
entre guillemets, fuguer et aller sonner à la maison de cette famille. Tu seras reçu, etc., même si c'est en pleine nuit, même si c'est à 1h du matin. Bon, on a longuement discuté ça avec les 3 autres enfants, avec le papa, hein, et tout le monde savait donc dans la famille que si à un moment donné, l'alcool et l'alcoolisation du papa faisaient un peu trop problème, il y avait cette ouverture. Alors, l'exemple est intéressant parce que, bien sûr, on va suivre la famille, l'adolescence. Jamais ça ne sera utilisé. C'est ce qu'on appelait la dynamique du leave-it. Le fait qu'il y avait potentiellement un leave-it, une possibilité de fuguer, c'est-à-dire d'échapper à un moment donné à la situation intenable, eh bien, a fait que dans la famille, les choses se sont régulées. La jeune fille était plus à l'aise quand le papa était alcoolisé, et le papa et les frères et sœurs, et le papa surtout, savaient que s'il revenait et qu'il n'avait pas pu s'empêcher de boire, eh bien, il y avait effectivement cette régulation qui s'opérait dans la famille. C'est extrêmement important pour moi, si vous voulez, de vous donner des petits exemples comme cela, parce que la compétence des familles, la compétence des professionnels, et alors là, je vais me distinguer un peu comme, comment dirais-je, à partir de l'approche systémique, je vais me distinguer un tout petit peu des compétences telles qu'on en a un peu parlé ce matin et qu'on en parle un peu dans beaucoup d'articles, dans la vulgarisation. Parce que ce qu'on met en avant, c'est les compétences parentales, c'est les compétences du bébé, c'est les compétences, effectivement, que peuvent avoir un enfant, etc. Moi, j'aimerais bien vous faire glisser, intellectuellement, ou en tout cas au niveau de l'aspect plus scientifique, si vous voulez, que quand nous parlons de la compétence des familles, la compétence des professionnels, nous parlons en fait de la compétence de système, et non pas de personne. Donc ce que nous avons à mobiliser, si vous voulez, à partir de l'approche systémique, c'est comment effectivement ce qui se joue relationnellement, les interactions qui se jouent à l'intérieur des membres d'une famille, à l'intérieur effectivement d'un système d'intervention où d'un côté vous avez des professionnels et de l'autre côté de la famille, c'est comment effectivement la compétence comment dirais-je, à mobiliser est celle du système. Et non pas des personnes. Lorsque je reprends avec Guy Osloos l'exemple de l'adolescent qui agit à l'extérieur, quelque chose qui se passait de secret dans sa famille, on est sur le terrain relationnel. Je ne vais pas dire que le garçon délinquant est compétent. Non, le système familial s'est montré compétent en laissant émerger, si vous voulez, la délinquance du fils qui régule quelque chose de ce qui se jouait difficilement dans la famille. C'est plus complexe, c'est plus subtil, mais je crois que c'est très très important, quand vous m'écoutez, une grande assemblée comme ça, les plus jeunes, etc., que l'on rectifie un tout petit peu la pensée de la compétence des familles en la percevant bien comme effectivement ce qui se joue interactionnellement entre les membres d'une famille, ce qui se joue au niveau de l'interaction entre les professionnels ou le système professionnel et le système familial. Avec effectivement ces conséquences, si vous voulez, c'est que lorsque les professionnels prennent des décisions de placement, peu importe que le juge prenne une décision, etc. La plupart du temps, les décisions, si j'en réfère à ce qui se joue au moment même, sont des décisions que je peux qualifier de raisonnables. Je peux comprendre et je ne peux qu'approuver qu'à certains moments donnés, on puisse effectivement placer un enfant, tellement les choses sont inacceptables, inadmissibles dans une famille. Lorsque progressivement, et ça après parfois plusieurs années, vous reconstituez la trajectoire d'un enfant placé, et que vous vous rendez compte, mais qu'à chaque fois, à chaque nouvelle crise, une nouvelle famille d'accueil, une MEX, un placement en psychiatrie, et que vous resituez la trajectoire, vous allez vous rendre compte, après coup,
que les décisions qui étaient très raisonnables à chaque moment T se sont instituées et que de fil en aiguille, les interventions ont bien pour effet de maintenir le symptôme et de rien changer. Alors, de nouveau ici, c'est extrêmement important pour moi. Ce n'est pas des mauvais professionnels qui ont des mauvaises décisions. Ce n'est pas un mauvais juge qui a décidé des choses qu'il n'aurait pas dû. Hein? Non, du tout, du tout. À chaque moment, ça a été raisonnable. Mais lorsque nous avons la trajectoire, à nous alors de prendre conscience à un moment donné que nous avons comme professionnels, le système professionnel a contribué à maintenir le symptôme. Et que, assez étonnamment, nous n'avons pas créé les contextes dans lesquels du changement pouvait s'opérer, pouvait émerger. Et donc tout notre défi, si vous voulez, mais ce n'est pas de nous interdire de placer un gosse ou de nous interdire telle ou telle décision, mais c'est accepter que dès que je l'ai pris, comment effectivement cette décision va se monnayer en travaillant les contextes pour que du changement émerge. Non pas pour dire ou dicter comment les gens doivent changer. C'est ça notre problème, c'est que nous, bienveillants, hein, nous avons envie de dire « Mais enfin, madame, arrêtez de boire et on vous remettra les gosses à la maison ». Si je suis un peu plus dans l'approche systémique, eh bien, je vais travailler différemment et je vais essayer de travailler combien il est clair que la maman sait mieux que quiconque qu'on ne sort pas de l'alcool du jour au lendemain. Et que ce qu'il faut travailler avec elle, hein, c'est quelque chose à plus long terme, mais où effectivement, elle pourrait peut-être arriver à un moment donné, si je la valorise, en acceptant bien malgré elle que ses enfants soient placés, elle est bonne mère. Elle n'est pas la mère qui boit. Elle est la mère qui, effectivement, accepte bien malgré elle, effectivement, le placement de ses enfants, bien consciente, effectivement, qu'on ne sort pas de l'alcool du jour au lendemain. Mais je peux dire ça à propos de plein de choses. Donc comment est-ce que nous pouvons progressivement aller développer à l'intérieur de notre voir, de notre regard, non pas simplement une empathie, mais de voir vraiment en quoi, effectivement, les systèmes familiaux trouvent des solutions, trouvent souvent des solutions inadéquates, qui ne fonctionnent pas trop bien. Donc notre problème sera de recréer, de faire même des micro-événements, hein, ou des micro-changements pour arriver à ce que, effectivement, on travaille plus le contexte dans lequel peut émerger du changement. Et de ce côté-là, 5 minutes. De ce côté-là, je pense que l'approche systémique peut nous aider à vraiment être créatifs. Hein, avec aussi l'idée, je vous la transmets aussi, que nous ne pouvons travailler à changer, à créer des contextes dans lesquels du changement apparaît, que si nous acceptons profondément qu'un certain nombre de difficultés ou de comportements problématiques puissent se répéter. Je pense à la violence dans les familles. Je pense effectivement, bien sûr, à la drogue, aux tentatives de suicide, etc. Si vous n'acceptez pas profondément et que vous ne pouvez pas travailler avec une famille, mais que l'adolescente qui vient effectivement de prendre des médicaments et qui vient de se retrouver à l'hôpital avec une tentative de suicide, si vous n'acceptez pas de retravailler avec elle et sa famille, le fait que ça peut recommencer, vous interdisez quelque part de créer un contexte dans lequel la prochaine tentative de suicide se passera. C'est ce que j'appelle la prescription de la rechute.
Si je travaille à une famille dans laquelle, effectivement, le papa a été suspecté d'être violent avec un de ses enfants, hein, j'ai un bel exemple en tête, je n'aurai peut-être pas le temps de le raconter, mais je dois accepter profondément que ça puisse encore se revenir. Et si nous sommes travailleurs sociaux avec l'idée, cher monsieur, puisque maintenant il y a eu une information préoccupante, il y a un signalement, vous avez clairement été perçu comme effectivement violent avec vos enfants, eh bien, c'est fini, ça ne peut plus arriver. Et si jamais ça arrive, alors là, effectivement, on multiplie, effectivement, on augmente, si vous voulez, les prises en charge, l'aspect punitif, etc. Non, je vais toujours comme systémicien, on dit, mais vous ne pourrez pas vous empêcher d'avoir encore des situations dans lesquelles vous aurez bien envie de frapper. Comme je dis à l'adolescente qui a fait des tentatives, tu ne pourras pas t'empêcher d'aller encore mal. Mais est-ce qu'au moment où monte en vous, monsieur, monte en toi, chère adolescente, j'en ai tout à fait marre, qu'à la limite, tu vas déjà repérer dans quelle pharmacie ou dans quelle boîte de pharmacie d'un ami, parce que les parents ont bouclé la pharmacie familiale, comment tu vas aller chercher des médicaments pour recommencer. Mais au moment où tu sens monter à ça, est-ce que là, je ne peux pas te proposer effectivement un micro-changement? Quand tu sens que ça grandit en toi, quand tu sens, monsieur, est-ce que vous pouvez me faire un petit SMS avec un petit mot-code? Je vais essayer d'introduire ce que j'appelle effectivement un clignotant, qui est un micro-changement. Je ne vais pas lui demander, monsieur, il n'est pas question que vous rebattiez ou que vous ayez de nouveau de la violence vis-à-vis de votre enfant. Je vais, à l'intérieur même de ce qui monte en lui, je vais essayer de mettre un petit clignotant qui, très très souvent, expérience faite quand même, parce que bon, on a dit que j'avais une certaine expérience, je veux bien le croire, au moins en nombre d'années. Eh bien, très très souvent, pas toujours, mais très très souvent, c'est la création de contexte dans lequel un petit micro-changement va changer quelque chose et va permettre effectivement une meilleure régulation. Nous devons être extrêmement créatifs. Et je vais terminer là-dessus parce que pour moi, si vous voulez, toute l'approche systémique, c'est, ça c'est ma phrase à moi, c'est comment effectivement non pas prescrire ce qu'il faut qu'une famille change, à partir de l'idée que nous saurions ce qu'il faut. Donc j'aime beaucoup les PPE, j'aime beaucoup tout ça, mais je suis quand même un peu mal à l'aise avec ces idées-là. Je serais bien plus à l'aise avec l'idée, effectivement, que dès que je rencontre une famille, je cherche à créer des contextes dans lesquels des micro-changements peuvent exister, peuvent surgir. Des petits soleils, dirait Guillardi. Et c'est extrêmement important pour moi, si vous voulez, cet aspect-là, je dirais, des choses. La phrase, c'est comment, effectivement, pour le systémicien que je suis, comment dans n'importe quelle situation, toujours travailler là où ça se passe, en créant ou en ayant la créativité de créer des contextes dans lesquels je peux espérer qu'émerge du changement. Pas le mien, le leur, celui de la famille, celui du système, si vous voulez. Guy Osleus le dit dans une autre façon, je vais vous le redire plus de moment. Comment est-ce que nous n'avons pas à prescrire le changement dans les familles, mais à créer un climat de sécurité, de confiance. Et lui, Guy Osleus dit, pour que l'imprévisible surgisse. C'est encore plus beau, l'imprévisible. Et c'est vrai que dans beaucoup de situations, c'est de l'imprévisible, c'est-à-dire que c'est la famille elle-même qui va vous montrer comment elle peut changer. Petit bémol, comme systémicien, je dois vous dire quand même que nous travaillons par essai, par erreur, et que donc, un certain nombre de fois, créer un contexte de changement dans lequel le changement émerge, eh bien, le changement sera de l'homéostasie, c'est-à-dire la famille sera assez créative pour ne pas changer. Alors, je termine là-dessus, qu'est-ce que je fais? Je remets sur le métier.
Merci. Merci beaucoup, Jacques Plumakers.